Salut Émeric. Salut Imen, comment Tu tu vas vas? bien? Ouais, nickel. Et toi? Super bien, je suis contente d'être là. Tu m'étonnes, moi aussi. Et en plus, il y a pas mal de personnes qui sont là dans la salle de mode, je suis très contente. Ah ouais, là, pour se passer de clavier, ça va être chaud. Oui, Ah, ça devrait le faire, on va y arriver. On sait faire. oui, on sait faire. Oh, ok, ça marche, je prends. Déjà, un grand merci aux différents sponsors qui sponsorisent l'événement, qui nous permettent de bien manger, de passer un bon moment ensemble. Et je vais le dire en ma façon en arabe, shukran. Et merci également aux super organisateurs et organisatrices de cet événement. Grâce à eux, l'événement continue d'être là. Donc merci à vous. Je viens de rajouter. Je ne vais pas me tenter en arabe là. Shukran. On se présente peut-être parce que les gens ne me connaissent pas du tout. Oui, oui. Moi, je suis Imen, je suis développeuse et je viens de Tunis. Donc, voilà. Et à toi, Émeric? Eh ben, moi je suis Émeric, je viens de pas loin de Chambéry, je passe sur Mélan et je suis trop content d'avoir Imen en vrai aujourd'hui, parce que d'habitude moi je la vois En remote. en remote. Et là j'ai la chance aujourd'hui d'avoir en présentiel, en vrai, en physique. Et vous aussi vous avez cette chance, on va essayer d'en profiter un maximum. Exactement. Alors, pour commencer, on va vous parler de notre équipe développement. Donc, notre équipe elle est située sur 2 sites, à Tunis et à Mélan. Donc, on a des super développeurs avec nous. Il y a Mathieu, il y a Yohan, il y a Hegel, il y a Marc, il y a également Montez. Et dernièrement, il y a Asma et Billy qui ont rejoint l'équipe. Et voilà, et nous, on forme en fait la team poney comme les t-shirts, comme vous voyez ici. Rien à rajouter, mis à part que moi j'ai quitté l'équipe il y a 2 mois. Elle était trop bien cette équipe, elle est trop facile. On nous a lâchés en fait. Bah ouais. Donc là, on va vous présenter en fait plusieurs de nos pratiques qu'on a mis en œuvre. Donc on est vraiment répartis sur 2 sites, on a du télétravail sur les 2 sites aussi. Donc on a du présentiel, on fait de l'hybride, on fait plein de choses différentes. Et toutes ces pratiques, elles ont un enjeu pour nous. En fait. Elles ont une raison. On ne les utilise pas juste pour les utiliser parce que c'est fun, mais parce que pour nous, elles nous permettent d'atteindre un but. Oui, et du coup, c'est important pour nous d'apprendre du produit, des usages de nos clients et également de l'équipe. Bon, je te laisse faire le reste. C'est important pour nous également d'avoir des feedbacks rapides. Et ce qui est bien, c'est qu'on collabore avec tous les métiers et on a confiance en chacun de nous. Alors, les pratiques qu'on va vous présenter, c'est quoi en fait? On va vous donner des mots. Alors, certains d'entre vous les connaissent, d'autres vont trouver ça un peu barbare comme nom. On ne vous présente pas toutes nos pratiques non plus, parce qu'il y en a encore d'autres que je ne sais pas si ce matin qu'on avait, on les dit même pas. On va parler de mob programming, de TDD, de trunk-based development, de DevOps, de full stack, un petit peu d'apprentissage en continu, de rétrospective, et on évoquera encore 2-3 autres sujets au passage, parce qu'on est comme ça, on aime bien. Oui, exactement, tu as tout dit. On attaque, on commence? Ouais, ça marche, c'est pas go. Donc on va commencer par le mot programming. Et donc, juste une question, est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent le mot programming dans la salle? C'est bien. Et vous le pratiquez souvent? Qui le pratique une fois par semaine? Ah ouais. Une fois toutes les 2 semaines? Ah ouais, vous connaissez juste. C'est cool. Il n'y a pas de souci. Alors, il n'y a peut-être pas besoin de trop expliquer ce que c'est, on va juste expliquer comment nous on l'implémente. Oui, ça me va. Donc pour nous, en fait, le mot programming, vu qu'on est en remote, c'est un peu différent. On a essayé de personnaliser notre mot. Et donc, on travaille ensemble en remote. C'est important pour nous d'avoir la caméra activée parce que c'est facile de communiquer et de savoir en fait si la personne elle a compris. Est-ce que en fait on peut voir ses réactions. Également, vu qu'on est en mode programming, donc il y a 2 rôles. Il y a le driver, celui qui prend le clavier et qui va exécuter ce qui a été demandé par les autres. Il y a le rôle de navigateur en fait qui va guider en fait celui qui prend le clavier. Et donc nous, bien sûr, on partage l'écran
On essaye de faire des petits pas, on essaye de pousser le code et après on fait des rotations. Et les temps de rotation, on essaye de ne pas dépasser les 10 minutes. Je t'ai pas précisé, ça c'est pas juste une fois dans la semaine, ça c'est tout le temps. Exactement. On fait du mob tout le temps. Une question derrière? Ah ok, pardon, je sais que j'ai eu tellement de bras levés que j'ai pas, je me suis dit c'est bon, on a gagné un peu de temps, ça pas de souci. Tu veux expliquer ou je prends? Ok. Le mob programming, est-ce que tu connais le pair programming? Alors, pair programming, c'est deux développeurs et une machine sur laquelle on travaille. Okay, on a deux cerveaux et juste une manière d'entrer les informations dans la machine. Donc, deux cerveaux, deux manières de penser, etc. Le mob, c'est la même chose, mais avec toute l'équipe. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a 4, 5, 6, 7, 8 développeurs, s'il y a 8 personnes, alors je dis développeurs pour l'instant, on en reparlera après, ces personnes vont travailler ensemble sur une seule tâche. Il ne va y avoir qu'une seule tâche, qu'une seule manière de se concentrer dessus. On va justement après parler pourquoi, si on trouve ça vachement intéressant. Et on va parler également des limites de tout ça. C'est plus clair pour toi? Ça marche. Merci. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, on peut aussi réagir comme ça. Et donc voilà, on essaye de faire des temps de rotation, ce qui fait, on a un rythme qui est un peu dynamique. Et ce qui est important pour nous, c'est durant les sessions de mob de donner de feedback et de communiquer, parce que c'est très très important en fait pour faciliter la session de mob. Alors, tu as parlé de deux rôles, mais en fait, en vrai, en général, les deux rôles, ils sont pas hyper respectés quand même. Oui, c'est ça, ouais. C'est vrai. On en reparle après. On en parle après. Un peu de limite. C'est ça. Alors, on a distance. Alors, le mob programming en physique, comme nous on le pratique, à 8 personnes en même moment, j'ai jamais connu. Moi, j'ai toujours connu avec cette distance. J'ai toujours connu avec nos Tunisiens et puis les Français. Et donc, pour moi, la seule référence que j'ai, c'est ce distanciel-là. Et on s'aperçoit, nous, avec ce distanciel-là, qu'au-delà de 4 personnes présentes, on a de la perte. C'est-à-dire qu'on a des gens qui décrochent. Ce qui est normal, en fait, c'est simplement qu'on ne peut pas se sentir engagé à partir d'une certaine marque, en fait. Parce qu'on n'a pas le temps de parole suffisant, etc. C'est pas pour autant que c'est pas intéressant d'être à 8 par moment. On est à 8 sur des temps d'échange, sur des réflexions, sur plein de moments. Et dès qu'on se met sur de la production, si on dépasse 4, on split. Exactement. Je trouve que c'est bien en fait de splitter. C'est vrai qu'on se split en petits groupes, mais on n'hésite pas à demander de l'aide. Donc on crée des salles le matin et on peut facilement se déplacer en fait d'une salle à l'autre. Donc ça c'est bien. On split à la demi-journée en général. Pour expliquer un peu plus, on définit le sujet le matin, sur quoi on veut travailler, les sujets du moment, qu'est-ce qu'il faut qu'on travaille, qu'est-ce qui reste à faire, qu'est-ce qui n'est pas fini, etc. Et après, on va juste dire que j'ai envie de bosser là-dessus, et on ouvre la salle et on y va. Des fois, on peut avoir 3-4 salles, et finalement, il n'y a que 2 salles occupées, il n'y a que 2 espaces, 2 sujets qui sont occupés. On essaie de ne pas se marcher dessus pour gérer les conflits, on en reparlera aussi après. Voilà. Ce qui est bien également, c'est qu'on a la liberté de changer de sujet, changer de groupe dans la journée. Donc, ça c'est bien. C'est clair. Sur la demi-journée, tu peux faire plusieurs sujets? Sur la demi-journée, oui, ça arrive, c'est pas souvent. En fait, en général, on clôture le sujet, et puis voilà, ça dépend vraiment des moments. Et des fois, des sujets, en fait, ne finissent jamais, tout simplement. Et on s'est juste par allusion, on dit bon, on arrête de travailler là-dessus, on retravaillera dessus plus tard, parce qu'on ne s'en sort pas, ou X raison. Pourquoi le mob? Tu peux me dire un peu là, parce que je sais pas pourquoi on fait ça en fait. Le mob, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a un seul cerveau qui est composé de plusieurs cerveaux. Et ce qui est bien, c'est qu'on a un moment ensemble où on essaye si par exemple on va commencer à une nouvelle user story, on essaye de regarder ensemble les idées, de partager les solutions, de dire c'est quoi les avantages et c'est quoi les inconvénients. Et donc, c'est un moment d'échange qui est très riche. Et voilà, on décide ensemble la solution à mettre en place. Et on a un outil qui est super bien, qui est Excalidro, qui nous aide dans ces sessions-là. Et bien souvent, la solution qu'on a définie dans Excalidro au démarrage n'est pas celle qu'on a mise en œuvre. Parce qu'en fait, la vie, c'est la vie et c'est normal en fait. Et pour décider de tout ça, en général, on a eu 8, 7, ça dépend qui est présent. Et ceux qui vont partir à travailler dessus, on leur fait confiance en fait. Ils vont travailler dessus, ils vont travailler une demi-journée et on aura une boucle de feedback au bout de la demi-journée ou même avant si jamais ils nous appellent à l'aide, si jamais on est curieux et qu'on va aller voir finalement ce qui se passe de ce côté-là. Et on réoriente, on voit les murs qui se sont pris,
Eux, ils nous apprennent plein de choses, et puis c'est génial. En fait. Et nous, on leur donne aussi où on en était. Et on recorrige, on refixe, et on avance. En fait. On met à jour les schémas, on met à jour les informations. Et on avance comme ça, en fait. Par petits incréments, par petits pas. Ouais. Est-ce que vous faites des revues de code après du mob, ou est-ce que vous Non, considérez ça sert à que- rien. En fait, je suis un peu cash, mais ça sert à rien. Ah, moi, Dans la mesure où en fait, la revue de code, elle sert à quoi? Elle sert à ce qu'un deuxième cerveau vienne soit prendre la connaissance, soit aligner par rapport à l'existant. En général, c'est à peu près ça. Ou fixer un bug qu'on a vu en regardant, ou ce genre de choses. Là, dans la mesure où il y a au moins 3 personnes qui ont regardé, il n'y a pas de raison de refaire une revue par la suite. En fait. On gagne du temps là-dessus, notamment. Parce qu'en plus, la personne qui fait la revue, elle a le contexte. C'est pas une personne qui vient de changer de contexte et qui va regarder après. Alors attends, il a fait ça, mais pourquoi il a fait ça? Attends, faut que je regarde les fichiers, j'ai le commit. Alors attends, j'amène le commit chez moi. Je regarde, tu perds un temps de dingue en réalité en fait en faisant ça. Alors que là, tu l'as tout de suite. Ça fait partie des différentes vertus qu'on peut avoir. Exactement. Et là, on a un code où des gens, plusieurs personnes, plusieurs cerveaux l'ont vu. Donc à maintenir, un autre cerveau qui rentre a plus de chances de comprendre que si c'était juste une personne ou deux. Alors là, les devs en solo, vas-y. Généralement, on ne fait pas du dev en solo, mais on accepte quand même de le faire à des moments. C'est des choses qui arrivent quand même. Parce que Ouais. on a pu voir. Je te coupe la parole. Vas-y. Ça marche. On a pu voir par moments que il y a des gens qui ont besoin d'être de petites bulles pour eux, pour essayer de creuser les sujets, que ce soit en amont, en aval, pour revoir des choses, pour se dire tiens, celui-ci, j'aurais pas fait comme ça, je vais proposer un refacto, mais avant, je vais voir si ça marche. J'ai un sujet qui va arriver dans 2 jours, dans 3 jours, parce que c'est le prochain, j'ai envie de le creuser un peu. Je sais qu'il y a une problématique avec nos ops, il faut qu'on creuse un graphe qui marche pas bien. Et c'est ok en fait. Et des fois, le dev en solo, il sera commité, il sera sur sur le tronc, et il partira en prod, et des fois, il partira nulle part et il s'arrêtera tout de suite en fait. Il ne sera jamais mis sur le repo. Et c'est ok en fait. Oui, c'est ok parce que réellement, quand on expérimente, on apprend des choses et ça va nous permettre de prendre la bonne décision, plutôt de choisir en fait le chemin sur lequel on va y aller. Entrée-sortie. Entrée-sortie, oui. En fait, quand on est dans les sessions de mob, bien sûr, il y a des personnes qui sont là, pas tout le temps, parce qu'il y a des réunions ou d'autres activités, comme Émeric. Et donc, il y a pas mal d'entrées-sorties. Et donc, c'était un peu... au départ, c'était compliqué parce qu'il y a l'équipe qui est frustrée, parce qu'il y avait pas mal d'échanges, on doit redire les choses à plusieurs reprises. Et du coup, ce qu'on essaie de faire, c'est si la personne elle va sortir du mob, elle revient, mais elle a la possibilité soit de poser la question, soit d'embarquer directement avec tout le monde. Donc on a essayé de trouver cet équilibre-là, c'est pas facile, mais... Il y a un autre effet aussi, notre configuration, c'est qu'avec la Tunisie, on a 1 heure de décalage 5 mois, 6 mois dans l'année à peu près. Donc pour le matin, c'est pas très grave, mais l'après-midi, en fait, sur les coups de 13h30, 14h, en fait, il y a un démarrage qui se fait, et après, vers les coups de 15h, il y a un deuxième démarrage qui se passe. Donc en fait, ceux qui étaient déjà lancés, ils se retrouvent avec des nouvelles entrées. Enfin, je voyais les systèmes, dès qu'il y a une entrée et une sortie, ça perturbe le système. Là, c'est le même principe, c'est-à-dire que c'est une entrée ou une sortie dans le groupe, va perturber le groupe, va casser le rythme potentiellement. Donc on a également ces problématiques en jeu, et dans ces cas-là, souvent, on fait des groupes à la journée, ça peut arriver aussi en fait. Et du coup, la personne qui va revenir, elle va revenir sur le sujet qu'elle a fait le matin. On n'a pas décidé en fait, c'est juste le collectif, finalement, c'est analyse de ce qui se passe, le collectif le fait de manière intelligente, j'ai l'impression. On n'a pas défini de règles pour ça. Ouais. La loi des 2 pieds, ça dit quelque chose? Mais clairement, oui. Bien sûr. C'est applicable dans votre cas. Tout à fait, Oui, c'est ce qu'on disait. Ouais. Tu peux passer d'un groupe à l'autre à tout moment en essayant justement de réduire l'impact que tu peux avoir sur le groupe d'à côté en fait. C'est autorisé, c'est même encouragé, par contre, méfiance, ayez conscience de l'impact que vous avez sur le groupe qui est en cours de travail. Ce qui est important de dire également, c'est qu'il y a des moments, des personnes qui continuent en fait dans la session de mob, ils se sentent obligés de réexpliquer les choses. Mais là, quand on a discuté dans les rétros, comme ça, ils se sentent on obligés. avait dit, c'est pas grave. Si la personne elle demande, ok, on peut le faire, on peut arrêter le mob et expliquer. Et sinon, ça peut être spontané et la personne elle revient et continue avec le groupe. Ouais, juste la petite question. Et pourquoi est-ce que vous avez déjà réfléchi aussi au fait de commencer finalement le mob à distance uniquement dans les heures en commun, et pas commencer à
Non, en fait, on l'a pas fait, mais Non, non, on n'a pas fait ça comme ça en fait. Il y a aussi que la distance, elle se fait aussi. Alors il y a le décalage horaire, mais en fait il y a aussi la pratique de l'équipe qui fait que par moment, bah, il y a quelqu'un qui arrive à 15h parce qu'il a une réunion XY de 14 à 15. Et c'est comme ça aussi, avec le télétravail, on a aussi ce phénomène-là qui peut se produire également. Et c'est ok en fait, on s'adapte. Tu laisses celui-là? oui. Il y a des moments, en fait, quand on est en mob, parfois on dit, ben, allez, Émeric, tu vas prendre la main. Il dit, ben non, en fait, je fais autre chose. Et c'était pas clair pour nous. Et on ne sait pas s'il est encore avec nous ou pas. Et donc, il y avait une solution, c'est de mettre un fond d'écran de poule. Donc, comme vous voyez ici, il y a Émeric qui a fait sa propre poule. On a d'autres collègues qui ont fait leur propre poule comme Hichem. Et Thomas qui aime plutôt les Super Mario. Donc, ok, on accepte les Super Mario. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'en un clin d'œil, on comprend très bien que la personne, elle est avec nous, mais elle fait autre chose. Pourquoi cette personne, elle sort pas? Je vous le dis. Pourquoi elle sort pas? Parce qu'en fait, la personne, elle est là, mais elle veut quand même soit entendre d'une oreille, soit être disponible pour l'équipe. Il y a un moment donné où elle doit traiter un mail, traiter 2-3 trucs, et elle ne veut pas forcément... elle veut faire comprendre à l'équipe que je suis là, je peux être dérangé s'il y a besoin, si vous avez une question, si vous avez besoin de mon avis, il n'y a aucun souci. J'entends un peu le contexte. Par contre, il me faudra un petit temps d'amorçage. Et je ne prends pas que la vie, surtout. Donc, c'est-à-dire, ça ne sert à rien de me dire, tu prends la main, je ne suis pas disponible pour prendre la main. Mais je suis quand même présent avec vous. C'est pas la même chose encore qu'une entrée. Une entrée, la personne n'était pas dans le contexte. Elle arrive. Bonjour les amis. Oui, bonjour, mais là, je ne suis pas tapé là. C'est pas la même chose en fait. Exactement. Mais c'est très pratique. Une petite question du coup. Est-ce que tu saurais dire la proportion des fois où ça arrive dans une session de mob? Est-ce que c'est 20%, 10% du temps qu'il y a quelqu'un qui a cette contrainte de devoir se mettre en dispo? En fait, dans la mesure où on fait du mob toute la journée, on est en visio toute la journée. Alors au début c'est très fatigant, je ne vous le cache pas. Par contre c'est vraiment, c'est une exigence aussi qu'on se donne. Par contre, vu qu'on passe notre journée en mob, en fait on reçoit des mails aussi pendant qu'on fait du mob. En fait, on a des teams on a des notifications dans tous les sens. Alors il y a certains qui sont très rigoureux et qui vont avoir une hygiène de gestion des notifications qui vont tout couper, qui vont ouvrir à certains moments, et d'autres qui sont plutôt comme moi, qui en fait les utilisations, limite ça fait vibrer un peu, et du coup je les prends quasiment toutes. C'est pas forcément top, hein. Mais en tout cas ça dépend en fait des gens en fait. Mais vu qu'on est toute la journée, c'est pas comme si on faisait une session, on n'a pas une réunion en fait dédiée. On a des réunions en cours de journée, on a des choses à faire en cours de journée qui sont en plus de ce qu'on fait au niveau du mob. Quand on fait des tâches de développement, on développe, et puis en même temps, on sait que voilà, je vais prendre 10 minutes pour répondre à un thème. Là, en fait, on développe et on aide des gens tout le temps. Donc c'est une manière de bouger, de se reculer. En fait, si on était au bureau, c'est juste que je m'écarte, je vais à un poste à côté, et je regarde. Là, on est en essentiel. Donc l'enjeu est de dire, je reste un peu présent pour pas tout perdre, ce qui se passe, parce que en une heure, quand on est bien lancé, c'est dur à perdre. Mais en même temps, il y a d'autres choses à faire en même temps. Du coup, ma question c'est plutôt, merci en tout cas d'avoir essayé de répondre. Ma question c'est plutôt de savoir, est-ce que du coup quand vous commencez à 4, est-ce que vous ne retrouvez pas à 2-3 quarts du temps quoi? Ah non. Non, c'est juste Non. pour savoir ça. Non, non. Ouais, non, quand même pas. Non, non. Après, Merci. ce qui est bien, en fait, quand la personne elle met la poule et qu'elle reste là, si jamais on a besoin en fait d'avoir son avis, on peut l'interrompre à tout moment. Donc, La priorité c'est ça. c'est quand même le mob. Oui, Ouais. oui, la priorité, c'est ce qui se passe en ce moment. Je suis désolé, je vais avancer un petit peu parce qu'on va pas y arriver. Ça roule. On le fait vite celui-là? Donc, c'est important quand on fait le mob de prendre des pauses. Nous, on fait On n'est pas pas bon. souvent. Oui, on le fait pas souvent et c'est pas bien du tout. Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est donc quand quelqu'un il se rappelle de l'importance de faire une pause, là, tout le monde il prend la pause et c'est bien. Avec C'est un plaisir, rappel. ouais. Juste pour expliquer un peu pourquoi on ne prend pas de pause en mob par rapport à d'autres moments. Parce qu'en fait, en mob, il y a plusieurs gens présents et il y a toujours quelqu'un qui a de la pêche. Il y a toujours quelqu'un qui a du jus. Et c'est toujours compliqué en fait de dire à quelqu'un, ah, là moi je voudrais qu'on arrête, alors que lui il est en plein mouvement, qu'il est en train de faire un super facto, qu'il est parti sur un truc, et que bah, toi tu n'arrives plus à suivre en fait, tu es fatigué. Mais il y en a un autre qui arrive lui à peu près à suivre. Et là tu te dis, bon, bah, si je le coupe, je coupe tout le flux. Donc non, bah, je vais m'accrocher un peu, je reste un peu. Et puis après, bah, finalement, c'est moi qui ai la pêche. Parce que finalement, j'étais un peu en retrait. Et j'ai à nouveau la pêche et on continue. Et c'est un piège, hein, en fait. On rentre toujours dedans, en fait. On se fait souvent avoir encore avec ça. Mais c'est vraiment très important d'avoir ce petit œil. On est nombreux, on a tous un peu la pêche plus ou moins à des moments différents. Faites une pause.
C'est ça, faites une pause et voilà, juste par rapport au... On a un rituel qui est le baby-foot, donc il y a pas mal de personnes dans l'équipe qui aiment faire le baby-foot pendant la Ça pause. détend. Slow code, on en dit 2 mots rapidement? Oui, Juste attendre, monsieur ben, Slow. c'est une nouvelle pratique qu'on a pratiquée cette année. Donc c'est un développeur avec nous, Mathieu, en fait, il était dans une conf et il a dit ben, qu'est-ce que vous pensez on va expérimenter cette pratique. Et donc le slow code, c'est on l'a fait en mob. Ça permet de ralentir le rythme de développement et ce qui est bien, c'est qu'on apprend beaucoup de choses. Donc voilà, ça donne un cadre, ça permet d'avoir des rôles tournants. Donc même le rôle du navigateur, celui qui guide, il est tournant. Et ça permet de responsabiliser en fait tous les membres de l'équipe. C'est une version de mob qui est très exigeante. On n'arrive pas à faire plus d'1 heure de slow code. Slow code, ça va être le driver, c'est le driver, le navigateur, c'est le navigateur. Le driver n'écoute que le navigateur. Alors que nous, classiquement, en fait, tout le monde, les gens donnent leur avis, essayent de discuter, voir un peu où on peut aller, et on avance comme ça, collégialement parlant. Quand on rentre en slow code, on est focus sur la forme, plus que le fond. Et le navigateur suivant, d'après, on tourne toutes les 5 minutes, le navigateur suivant il peut faire totalement autre chose que ce qu'a fait celui d'avant. Donc il peut très bien décider, ce qui était fait avant, j'étais pas d'accord, je coupe tout, et c'est ok, c'est tout à fait autorisé. C'est pas réellement ce qui se passe souvent, mais c'est tout à fait autorisé en fait, de le faire, parce que c'est lui qui a le droit. Et par contre, tu disais, ça responsabilise. C'est un enjeu assez fort, surtout dans notre envie d'apprentissage. Depuis qu'on a commencé à faire ça, le changement dans l'apprentissage est fort en fait. On n'a plus 2-3 personnes qui ont un peu plus de lead, un peu plus d'expérience, qui vont pas imposer, mais qui vont driver l'énergie, qui vont driver leur orientation. On a des gens qui sont juniors dans l'équipe et qui à un moment donné se retrouvent dans la responsabilité de dire où on va. Et ils sont obligés en fait de le faire. Bon, ils le font avec plaisir aussi parce qu'on a un cadre de bienveillance qui va avec. Par contre, c'est très exigeant pour ça. Ouais. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a également, après 5 minutes, on a 1 minute de self-rétro. Ça permet de voir comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on a appris, s'il y a des besoins également, et on peut les partager également avec le groupe. On va. Oui. Juste avant de prendre le sujet, votre avis, comment vous êtes arrivé à le faire, ou alors c'est une pratique que vous avez fait? On pourra répondre après, ça ne te dérange pas? Il n'y a pas de souci, c'est juste que je vois l'heure passer, on a beaucoup de trucs à vous présenter, donc du coup c'est ok, il n'y a pas de souci. Le mob, on a déjà passé beaucoup de temps dessus, donc ça roule. Mais pas de souci, tu pourrais dire après si j'oublie. Ok, on va passer à la pratique suivante, c'est le TDD, le Test Drive and Development. Donc l'idée, c'est de commencer par le test. On écrit le test, on passe à la phase rouge, comme dit notre ami Rémi. Et après, on écrit un peu de code qui permet de passer le test en succès. Il y a également la phase de refactoring. Donc ce qui est bien avec le TDD, c'est que on a des tests qui forment une documentation. On peut comprendre facilement le fonctionnel et c'est n'importe qui dans l'équipe, ils peuvent lire en fait les messages ou les titres de test. Donc c'est très important et je trouve et ça nous permet d'être très serein pour mettre en prod. Oui, on en parlera après, c'est quelque chose qui nous couvre à fond. La phase bleue, je ne vais pas vous cacher, on n'est pas forcément très bon en phase bleue. Là, le refactor, on le fait un tout petit peu, mais on ne le fait pas suffisamment, je pense. Mais moi, le premier, franchement, je suis très mauvais là-dessus. J'adore faire ça, mais on ne prend pas ce temps-là parce qu'on est toujours happé par et la suite, et la suite, et la suite. Je vais arrêter là-dessus parce que je spinne un peu sur d'autres aspects parce qu'on a vraiment d'autres choses à parler. Vas-y. Truc baise. Alors, comme j'ai dit, on est en truc baise. Ça veut dire qu'en fait, on n'a quasiment pas de branche, on n'a même pas de branche. On fait des branches de temps en temps, mais on fait tout sur le master. Tous nos commits partent sur le master. Nos commits, ils sont tout petits. Des fois, c'est 2 lignes. Des fois, c'est juste, on a changé le nom d'une variable. Nos commits, ils sont tous éligibles à la prod. C'est très rare quand un commit ne peut pas aller en prod. C'est vraiment très rare. Ça vient du TDD, ça vient de tout l'ensemble de nos pratiques. Mais un commit peut partir en prod à tout moment. Et c'est OK. Donc il y a plein d'exigences à avoir avec ça, il y a plein d'hygiène de collectif à avoir avec ça. Et par contre, ça nous simplifie la vie, on n'a pas de merge à gérer, on n'a pas de branche à gérer. Et ça, rien que ça, c'est déjà un gain de fou. Et même si on est en sous-groupe de mob, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on essaye de se synchroniser pour ne pas avoir ces conflits de branches.
Et dans la vie du projet, il y a dû y avoir 15 ou 20 branches au total, depuis 3 ans, le projet avec nous. Voilà, 15 ou 20 branches, et il y a peut-être 3 ou 4 qui ont été mergées. Voilà. Les autres, elles ont été juste cramées, c'était juste des expérimentales pour expérimenter un truc d'un côté, un dev en solo, quelque chose où on a voulu essayer une nouvelle librairie, et après on a cramé le truc, parce que de toute façon, on l'a refait en collectif, ça on a fait totalement différent après. Alors là, on passe au DevOps et OpsDev plutôt. Donc nous, on collabore pas mal avec nos Ops. Leur problème, c'est les nôtres. Et ce qui est bien, on a mis en place une chaîne CI/CD. Il y a également Olivier, un intégrateur qui est avec nous, qui nous a beaucoup aidé là-dessus. Et donc on travaille ensemble. On l'a beaucoup aidé aussi. Oui, ça marche. Et ce qui est bien, c'est qu'on a mis en place une chaîne CI/CD. On a également mis en place les logs, des graphes, des métriques. On peut être alerté facilement pour voir s'il y a un dysfonctionnement en prod. Donc c'est vraiment très bien. Et ce qui est bien également, c'est qu'on a la possibilité de mettre en prod à plusieurs fois. Donc la mise en prod, c'est un non-événement pour nous. On le fait plusieurs fois dans la journée. Et même, on le fait vendredi. Parce que c'est très rare. Et on le fait de 8h à 12h, c'est vrai. Mais c'est quand même un événement qui est rare par rapport aux autres projets. Je rajouterais juste que nous, on est DevOps, mais sachez que dans notre projet, notre équipe, on a aussi du POOps. C'est-à-dire que notre PO, il parle aux Ops sans nous. Il va voir les Ops, il va dire j'ai un nouveau besoin au niveau des graphes, je comprends pas trop, et ils font ensemble. C'est juste génial. Enfin, moi, je connais très peu de projets où le PO il discute avec les Ops sans une intermédiaire de dev. Exactement. Et on a parlé de Ops et de PO, et donc on voulait parler de la relation en fait avec les autres métiers. C'est vraiment une relation de confiance. On collabore ensemble, on a confiance en chacun de nous. Ce qui est bien, on a également une designer qui commit directement sur le code de prod. Elle peut changer des images ou du style et tout. Ce qui est bien également, on a une super QA également qui travaille avec nous, et on a travaillé ensemble et elle peut mettre à jour les tests 1-1. Donc en fait avec tous les métiers... tout le monde collabore ensemble et ça se passe assez bien. On fait un Vingo, il y a une belle confiance. Donc ça s'est fait avec le temps. Hein. Enfin, les gens ont sur le site de proposition, je pense qu'on a de la chance aussi là-dessus. Et c'est assez... Moi, j'aime bien insister là-dessus parce que je trouve que c'est pas si souvent que les devs, les UX, les Ops, le PO... que tous ces métiers-là communiquent vraiment très très bien, que ça marche très très bien ensemble en fait. Et on voit ce que ça produit, c'est quand même assez chouette. Exactement. Le full stack. Full stack. On parlait des métiers, et là on est full stack, et ça va au-delà du front-end et du back-end, parce que nous en fait on n'est pas spécialisé, on fait les deux. Il y a des préférences, oui, c'est vrai. Il y a des personnes qui préfèrent le front-end, d'autres le back-end, mais réellement on fait les deux. Et nous, on fait plus que du full stack. Là, on fait des tests. On a une stratégie de test qui a été mise en place pour être serein quand on met en prod. On participe également dans la partie sécurité. On a fait pas mal d'audits de sécurité l'année dernière et cette année. On participe à des études, on collabore avec nos UX et... les Ops sur monitoring, en fait, on est partout. Donc, c'est aussi simple que ça, on est partout, on a un avis sur tout. Voilà, non, blague à part, ça nous permet, nous, d'être impliqués. On a eu plein de confs sur le fait d'embarquer des gens, de les rendre impliqués, de les rendre intéressés par ce qui se passe. En fait, on n'a pas de personnes qui sont dev en solo ou dans un coin qui font quelque chose, ça n'existe pas chez nous. Il y a des gens qui aiment bien ça. Chez nous, les gens qu'on a aiment bien le collectif et travailler vraiment ensemble tout le temps. Donc c'est une force pour nous. On en profite. Exactement. Donc on va parler maintenant de l'apprentissage en continu. Et comme le dit notre ami Mathieu, on est tous des quiches, mais ce qui est bien, c'est qu'on aime apprendre ensemble. Et donc, il y a un autre collègue qui était avec nous, Xavier, qui dit souvent « soyons fous ». Et donc, on est fous en fait, on fait beaucoup de choses, on fait pas mal de choses. Ce qui est bien, c'est qu'on apprend. C'est pas grave si on se trompe, parce qu'à la fin, on va apprendre et on se trompe souvent. Oui, mais à la fin, on apprend et c'est bien.
Extra time. Allez, je le prends. Alors, dans l'équipe, on a eu cette pratique qui est arrivée par un collègue et qu'on a fait perdurer un bon moment quasiment tous les jours. On fait une mini rétro. Alors maintenant, aujourd'hui, c'était plutôt une fois par semaine. À un bon moment, c'était tous les jours. On a un peu lâché l'affaire, mais on continue quand même un petit peu de se faire. Et surtout, quand il y a quelqu'un qui sent qu'il a besoin, on se le dit. Cette rétro de tous les jours, c'est une rétro, on se fait ça en fin de journée. On invite aussi le reste de l'équipe, c'est pas que les devs. Bon, bien sûr que les devs ensemble, mais il y a aussi, des fois, il y a des UX qui viennent. On pense aussi à réinviter, à leur rappeler que ça existe. Ça nous permet plein de choses en fait. C'est une rétro de 5 minutes, donc on a plein de formats différents. Mais surtout, ça nous permet de rétablir en fait des choses qui peuvent mal se passer. Le mob, c'est un collectif fort, c'est un collectif qui est toujours ensemble. Je pense que vous avez eu des expériences de votre vie, en général plutôt personnelles, ou un collectif qui vit ensemble, c'est un peu compliqué à des moments. Un mob, c'est pareil, c'est compliqué par un moment donné. Il y a des égos froissés, ce qui est normal. Alors, il y a des irritations, c'est normal. Il y a des fatigues, c'est tout à fait normal. Et de pouvoir avoir un espace de régulation en fait régulier qui nous permet d'évoquer ces sujets en confiance, en sécurité. Ça permet en fait d'alléger beaucoup de choses, en fait, de simplifier les choses. Ça permet aussi de se rappeler pourquoi on est là. Qu'est-ce qu'on veut apprendre aussi. Qu'est-ce qui nous intéresserait de faire demain. Sur quoi on a galéré aujourd'hui. Donc ça, c'est aussi à la fois pour le personnel, à la fois pour la communication et à la fois pour le produit. Qu'est-ce qui devient le produit demain en fait. Qu'est-ce qu'on en fait. Et juste, j'aimerais bien quand même parler de nos rétros. Tout à fait bien. On a pas mal de formats de rétro, en fait, les emojis, le bowling, les thèmes comme Harry Potter ou Mario Kart. Et on a notre ami Bastien qui est là, je le regarde ici, en fait, qui a fait un super outil en ligne pour choisir facilement les rétros qu'on fait pendant la journée. Quelques leçons. Je prends celui-là. Alors. Donc là, on vous présente un monde idyllique, grosso modo, où tout se passe bien, c'est génial, ça se passe, c'est magnifique. Donc on va avoir ce penchant pour appuyer fort de ce côté de la balance qui est donc la montée en compétence de l'équipe, l'apprentissage en continu, la qualité, tous ces enjeux qui sont forts pour nous. Et à côté, on a les objectifs projets. Vous imaginez bien que de l'autre côté, il y a quand même des clients, il y a quand même des demandeurs qui veulent appuyer aussi fort de leur côté en fait. Et il y a souvent ce jeu d'équilibriste en fait entre les objectifs projets, il faut délivrer certaines fonctionnalités, certains enjeux vis-à-vis d'autres équipes, et en même temps nous qui essayons de dire attends mais là c'est ce qu'on a fait c'est de la merde, il faudrait qu'on le corrige, qu'on oriente totalement différemment ce qu'on a fait, il faut qu'on prenne ce temps-là, et du coup c'est beaucoup d'équilibre et d'enjeux en fait et de partage et de confiance, encore une nouvelle fois j'en parle de confiance, où on arrive à la fois accepter certains enjeux projets même si ça nous saoule un peu, mais en contrepartie il y a des moments où on arrive vraiment à prendre de notre côté de la balance pour arriver à gérer cet apprentissage et dire ok on prend cet objectif mais on va le faire comme nous on le pense et on va essayer de faire en sorte que ça soit à la fois intéressant pour les demandeurs mais aussi pour nous. C'est bon pour moi. Alors, les recrutements. Nous, on galère pour recruter des développeurs avec nous. C'est pas facile en fait de trouver des développeurs qui acceptent notre mode de fonctionnement. Il y a des personnes qui ont l'habitude de coder toute la journée tout seul. Et peut-être il y a d'autres qui ont peur en fait d'essayer d'autres choses. Donc on galère un peu, mais à la fin on trouve des personnes sympas. Donc nos pratiques. Je te laisse aussi si tu veux. Oui, nos pratiques en fait, ce qui est bien c'est qu'on partage les connaissances, en fait ça permet d'aider à la montée en compétences de toute l'équipe, on collabore avec tous les métiers, on est toujours dans l'apprentissage en continu et ce qui est important pour nous c'est de livrer un produit de qualité. Quelques leçons encore, on parle beaucoup de l'équipe et c'est vrai qu'en fait il y a quelques piliers dans l'équipe qui sont très importants pour nous, donc vraiment tout ce qui est le côté être ensemble, la bienveillance, la diversité, on a vraiment je pense qu'on pourrait être encore plus diversifié, mais quand même déjà on est quand même pas mal. La bonne ambiance, ça c'est clair, c'est important, être en support de l'autre, être vraiment dans le côté, il y en a un qui galère dans un côté parce que pour X raison sa machine ne marche plus.
on arrête ce qu'on fait, on va l'aider, on va pas le laisser avec une machine qui marche pas parce qu'il faut qu'on délivre aujourd'hui. Non, on va s'arrêter, on va essayer de trouver un moyen de le dépanner en étant pragmatique, en voyant que si jamais on peut rien faire, mais on va faire ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Et ça, c'est important pour toute l'équipe. Et c'est ce qui fait qu'on a cette harmonie, on a cette cohésion. Et on est comme toutes les équipes, en fait, on passe par des moments où ça se passe bien, ça se passe mal, mais ce qui est important, c'est que on est là l'un pour l'autre et on est solidaires. Ce mode de fonctionnement peut être également votre norme, bien sûr, mais vous pouvez l'adapter selon le contexte projet, selon les envies également de l'équipe, parce que c'est très important. Vous pouvez par exemple choisir une des pratiques, essayer et voir en fait comment vous l'adaptez à votre mode de fonctionnement. N'ayez pas peur du changement. C'est très important en fait de sortir de sa zone de confort, parce que si on sort de cette zone de confort, en fait, on apprend, on évolue et on grandit. Moi, je dirais même expérimenter. En fait, on a parlé de plein de choses, on a parlé de plein d'outils, de pratiques, de manières de faire. Faire tout d'un coup, c'est trop gros, il ne faut pas chercher à faire tout d'un coup. Par contre, essayez de temps en temps, essayez par moment, tiens, demain je vais essayer ce truc-là, je vais voir ce que ça donne. Qu'est-ce que ça génère, qu'est-ce que ça produit, qu'est-ce qui se passe de différent. On jette, on regarde quoi, expérimenter. Il ne faut pas hésiter à expérimenter, et à se tromper, et à recommencer. Oui, en fait, avant de finir, on voulait remercier toute l'équipe. Comment? En fait, oui, on voulait remercier toute l'équipe. En fait, sur le projet, il y a pas mal de composants. Donc là, c'est une photo de pas mal de personnes qui existent dans notre composant. Et après, il y a toute l'équipe. Il y a pas mal de photos, en fait. Et moi, personnellement, je tiens... Oui, on aime bien les photos et les selfies. Donc, je tiens à remercier en fait tous les membres de l'équipe, que ce soit les anciens ou ceux qui sont encore là. Et il y a pas mal de personnes qui sont là, qui se reconnaissent. Donc vraiment, je suis très reconnaissante de travailler avec chacun de vous. Et grâce à cette équipe, en fait, c'est pas, pour moi, en fait, c'est pas une équipe, c'est juste une famille, une grande famille où j'ai pu grandir. J'ai beaucoup appris de chacun de vous et j'ai pu grandir. Donc merci. Merci à toi, Émeric, de partager ce moment avec toi. Bon, c'est vrai trop, parce que là, ça te va? C'est bon. Tu as une idée d'un format? Non? Tu proposes quoi? Dehors, Trop simple? un classique très facile. Oui, on n'a pas trop de temps. Qu'est-ce qui s'est bien passé là? D'accord. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux la prochaine fois? Ça marche. On prend une petite minute? C'est bon pour moi. C'est bon pour moi aussi. Ce que j'ai aimé en tout cas, c'est d'être là. Parce que j'ai fait avec toi la conférence l'année dernière en remote, c'est différent. Et je suis contente de participer pour la première fois à Agile Grenoble. Et sinon, oui, je suis contente de partager également par rapport à nos pratiques, et par rapport à notre mode de fonctionnement. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut changer ou améliorer? Peut-être il y a des choses, je ne sais pas, on a oublié de dire peut-être sur la partie programming. Chaque fois, j'imagine des choses. Et sinon, oui, je pense que peut-être on pourrait laisser les questions à la fin, dire pour avoir plus de temps, le dire dès le départ. C'est ça pour moi. D'accord. Pour moi, ravi d'avoir fait avec toi en vrai. Ça change quand même pas mal de choses. C'est super chouette. Ravi d'avoir fait aussi Agile Grenoble. Qu'est-ce que je pourrais améliorer? J'ai l'impression que je t'ai coupé un peu la parole par moment. Je me dis qu'il faut que je travaille un peu là-dessus, parce que c'est pas top quand même. Et puis, oui, cette histoire de questions où du coup, j'ai répondu, mais j'ai l'impression de ne pas avoir répondu correctement. En fait, ça m'a un peu gêné. Du coup, voilà. Pour changer. Oui, ça marche. C'est pas fini,
parce que là, nous on a bossé, maintenant ça a beaucoup. Du coup, 2 questions pour vous. On vous a montré plein de trucs, on a parlé de plein de choses. Qu'est-ce qu'il y a, je vous laisserai une minute dans votre tête, hein. Qu'est-ce qui vous a choqué un peu dans votre tête? Qu'est-ce qui vous a dit, c'est possible ça, ou juste voilà, ça vous a vraiment surpris? Et qu'est-ce que vous allez expérimenter demain chez vous? Je vous laisse une minute. C'est ça. C'est bon pour vous? Maintenant, on vous propose de partager en binôme ce que vous avez pensé. Et on vous laisse une minute, c'est ça? Comme tu veux, on peut faire comme ça. Ok. Si on a le temps, oui, ça marche, 5 minutes. On peut faire 2-3 minutes comme ça en binôme, juste comme ça entre vous. Là, donc vous avez ces idées en tête, vous avez des voisins, des voisines. Bah, prenez juste 2-3 minutes là, et parlez avec la personne à côté pour lui dire ce que vous voulez, pas pour partir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager avec nous ce que vous avez parlé? Ouais, vas-y. Oui, du coup, moi la question que je me pose, c'est, comme pour le pair programming en son temps, le management, le fait de voir 2 personnes derrière un écran, le voit plutôt plus ou moins d'un bon œil en fonction de sa culture. Et du coup, vous, dans votre culture d'entreprise, apparemment, de faire du mob programming, c'est quelque chose qui a été accepté, puisque c'est quand même la règle. Et je me demande du coup comment c'est perçu et quelle est la part de gâchis perçue peut-être par certaines personnes de la part de bénéfices. Ben, en tout cas, pour moi, ce que je peux répondre, c'est que nous, on a la chance d'avoir du management qui ont accepté et qui étaient ouverts par rapport à ce qu'on fait. Après, je sais pas, le management d'en haut, peut-être. Disons qu'il y a la confiance en fait, il y a une Ouais. confiance qui a été faite avec les managers de proximité et les N+2 semblent être OK. Ouais, pardon. Ah oui. En gros, alors moi je bosse chez Orange, une grosse structure. Je te dis pas que partout c'est accepté, je pense pas. Par contre, là où on est, on a cette chance-là d'avoir que ce soit accepté. Ok, pas de souci. Et si on demande des choses, du matériel pour améliorer la visio, etc., c'est accepté aussi. Il n'y a aucun problème avec ça. On a cette chance-là. Après, pour cette notion de gâchis et autres, je pense que c'est très discutable. Il y a plein de choses qu'on peut revoir autour de ça. C'est de la perception. Il faut discuter avec les gens qui perçoivent, voir un peu ce qu'ils en pensent. Sache que le PO, en tout cas, il est... Pardon. Ça arrête tout ça, t'inquiète pas. Sache que le PO, il est OK avec ça, il est embarqué avec nous, et ça a peut-être choqué au début, mais maintenant, il est convaincu, en fait. Et, tout comme on n'estime pas, tout comme, en fait, il y a pas de le planning, il est pas clair, parce que tous les jours, on change de sujet. On peut changer de sujet tous les jours, c'est OK. Et en fait, il voit le résultat. Ok, merci. Nous, on partageait un peu aussi pareil. Hein. Moi, le programming tout le temps, c'est juste parti. Moi, j'avais une question. J'ai vu que dans votre équipe, vous aviez 30% de filles, ce qui est plutôt élevé dans les équipes tech en général. Et je voulais savoir justement si, au niveau du recrutement, est-ce que le fait d'avoir un fonctionnement comme ça rebutait un peu les garçons et du coup, vous aviez une meilleure proportion de filles dans Je te laisse dire. Ben, en fait, nous, dans les recrutements, déjà, généralement, les filles, et plutôt les juniors, qui acceptent ce mode de fonctionnement. Après, on a recruté un garçon et une fille dernièrement, donc tout dépend. Mais en Tunisie, généralement, on a plusieurs filles dans le domaine de l'informatique. Il n'y a pas que les garçons, donc c'est un peu différent qu'en France. C'est ça, en fait, c'est culturel. On a vraiment cette chance-là, c'est que pendant un temps, en fait, les filles, c'était la Tunisie. Il y a des filles qui arrivent. Et, bon, maintenant, il y a 2 garçons. On ne peut plus dire ça. Mais oui, c'est fait. Et c'est chouette, en fait, c'est un truc de fou.
quand tu réfléchis, tu te dis, mais c'est dingue. Alors bon, hier, il y a la conférence sur le sexisme où on a pu avoir ces sujets sur les maths, etc. Mais en attendant, oui, en France, on a cette problématique et on peut se dire, ouais, c'est pas un métier qui attire. On va en Tunisie, le total contraire. Ça pose des questions. Après, il y a peut-être d'autres questions aussi qui se posent en termes de... Elle parlait justement, c'était des juniors surtout qu'on recrute. On arrive facilement à recruter des juniors. Par contre, dès que les profils sont un peu plus expérimentés, soit 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience, c'est plus dur à avoir. Il y a plein de raisons potentielles à ça. J'ai plusieurs théories. Si tu veux, on en parle après. Mais en tout cas, oui, c'est surtout des juniors et ça se passe bien. On a eu un recrutement senior il n'y a pas longtemps chez nous. C'était très très difficile. C'était vraiment très dur. Parce qu'en fait, la personne arrive avec tous ses a priori, avec toute sa manière de faire précédente. Et le changement était vachement dur. Je ne dis pas que tous les seniors sont comme ça, mais en tout cas, c'était dur aussi. Pour elle, pour nous. C'était compliqué. Mais voilà. Après, oui, généralement dans l'équipe à Tunis, presque la plupart des filles. On a beaucoup de chance. Oui. Comment ça se passe pour les tâches qui ne sont pas que du dev? Enfin, il y a du support, des trucs comme ça. Du coup, tout le monde les prend aussi. Ça dépend. Souvent, selon les sujets. Des fois, analyser un graphe ou des logs, ça va se faire à deux, ça va se faire quelqu'un dans un coin et juste à la voix. Alors, je cherche là. Tu vois ça dans le code? Ouais, je regarde dans le code en même temps. Alors, je vois ça là. Ok, d'accord. Attends, je creuse un peu plus. Souvent, quand c'est vraiment des analyses fines, ça se fait à 2-3. On va pas être à 8 sur une analyse fine, sauf si vraiment on a plusieurs endroits où regarder. En fait, c'est un partage de tâches. Quand je dis qu'il y a une seule personne qui produit, qui écrit, oui, mais les autres, ils font pas rien. Les autres, ils vont chercher des solutions sur Internet, ils vont chercher dans le code ailleurs où ça se passe. Il y en a un qui va expliquer où il faut aller, ce qu'il a comme référence. Il y en a un autre qui va récupérer une classe qu'on avait à côté qui dit mais attends, on l'a déjà fait à côté, regardez un peu là. Ouais. En fait, on a plein de cerveaux qui travaillent en même temps. En fait. C'est pour ça aussi que je dis que Upload 4 c'est compliqué, parce que à 4, il y a toujours des gens qui arrivent à creuser, à fouiller. Et ils arrivent à être impactants au moment où ils discutent, ou au moment où ils arrivent à... Et il y a des gens qui vont être plus de temps parce qu'ils ont besoin de bien réfléchir, de prendre le temps, et ils vont arriver très percutants. Il y en a d'autres qui vont être plus expressifs dès le démarrage, en fait, et aller un peu partout, foncer, sans forcément creuser, et c'est ok, en fait. Et c'est ces forces-là qui sont super chouettes. C'est une cohésion qui génère ça. Au-delà de 4, on a, ce qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, on a du désengagement, parce qu'en fait, il n'y a pas la place pour, tout simplement, en général. Il y a l'engagement sur une faible durée, au-delà d'une demi-heure, une heure, on perd cet engagement. Je sais pas si ça répond. Avec votre nouvelle dev, comment vous arrivez à assurer un niveau de qualité suffisant? Est-ce que la QA elle passe par... TDD. On a. Alors... Oui, juste, on fait du. En fait, on fait du TDD, mais par rapport à la QA, en fait, on a une super QA qui est toujours sur Zoom avec nous. On n'a pas de rapport de quali, donc elle est là, elle fait des tests avec nous. Tout le monde en fait des tests, il n'y a pas que la QA. Et donc c'est ça, en fait, on travaille ensemble. Après, on a nos pipelines qui nous couvrent. Ouais. On est en TDD, donc, mais vraiment assez drastique. Hein. C'est-à-dire que le back-end, il a une couverture de code qui va être autour des 98%. Et c'est globalement des vrais tests, je parle. Enfin, vu qu'on le fait passer au rouge, genre des fois on se rate, hein, il y a des fois on arrive sur des tests, on dit mais c'est quoi ce test? Il teste rien. Et ça nous arrive. Et ça n'empêche pas que, de toute façon, vu la somme qu'on a, ça roule. En front, on doit être à 89% sur du front. De tests auto, je parle pas de tests graphiques, hein, de tests auto. Parce qu'on a gaulé le code pour le faire. On a fait en sorte de couper le code de manière à faire ça. On fait du DDD, on va faire des choses qui nous permettent de tester des choses au plus tôt. La culture du feedback rapide, elle est là. Il n'y a pas de souci. Juste avant de prendre, la cloche à sonner, ceux qui ont envie ou besoin d'y aller, il n'y a aucun problème. Ça marche. Et je reprends ta question. Ça marche. Comment vous êtes arrivé à faire sur le programming Alors, Imen, t'étais là avant moi. Est-ce que tu veux répondre à cette question? Comment vous êtes arrivé à faire Au début, on était 5 développeurs, je me souviens, et c'est ça, hein, je ne comprends pas. On était 5 et on faisait tous les jours le mode programming. Et c'était nouveau, en tout cas pour moi c'était nouveau parce qu'avant je binommais, mais c'était quelque chose qui est nouveau. Mais on essaye de le pratiquer et avec la pratique on apprend en fait. Du coup, est-ce que vous avez testé le développement solo pour comparer peut-être sa qualité ou
Est-ce que vous avez un référentiel? Ce que je peux te répondre, en fait, c'est qu'il y a des moments où il y a quelqu'un qui a fait un truc tout seul, et après, on a vu que ça aurait été mieux, en fait, si on était à plusieurs, parce qu'on voyait d'autres choses, il y a des choses qu'ils n'avaient pas vues, en fait, et c'est ça, en fait, la force du mob. J'ai encore fait il n'y a pas longtemps, cet été, il y avait moins de monde, j'en ai profité pour essayer de changer une librairie par une autre. Je suis au forceps, j'y suis allé tranquillou. Je suis parti en congé. Il y a un comique qui est parti en prod, voilà, ça arrive, et j'avais mal fait mon taf, en fait, il y a un truc qui avait merdé quelque part. Ils ont un peu galéré. Et ils ont réverti pas mal de mes commits, et c'était ok après. Juste que j'étais tranquille dans mon coin à faire. J'ai dit, je profite un peu, une fois je peux faire un truc tranquillement, je le fais, et ça arrive, et c'est comme ça. On s'est récupéré facilement, de toute façon, donc il n'y a pas de souci. Vous n'avez jamais essayé d'avoir quelque chose en référence à... C'est compliqué en fait, tu te références à quoi en fait? Comment tu mesures, c'est très très dur en fait. On n'a pas de sprint. On n'a pas de sprint. Et tu connais Fast Agile? Non? Le concept c'est en gros tu arrives le matin, c'est le sujet du moment qui est important en fait. Ta planification à long terme elle n'existe pas dans la mesure où en fait il y a une planification qui existe. Ton PO il te demande des choses, des enjeux à traiter par la suite. Sauf que quand tu arrives le jour même, tu avais une carte que tu n'as pas fini la veille, tu as un refacto qui est en cours, une problématique est traitée avec un ops parce que finalement il y a un flux qui était fermé, il faut le rouvrir, il faut passer par un proxy, etc. Tu as plein d'aléas. Et en fait, nous on a réussi à travailler comme ça, on n'estime pas, on ne fait pas de carte, on n'est pas sur des trucs à long terme, on n'a pas de sprint, on a juste une orientation à se dire pour octobre il faudrait qu'on ait ça. Attends, t'es sûr que tu as besoin de ça? Ok, on va voir comment on peut faire pour le faire. À l'assurer un minimum et assurer un peu plus, incrémenter par la suite, et à côté de ça on fait tout le reste. Voilà. Et donc on peut pas. Je ne comprends pas comment les gens arrivent à mesurer quelque chose. En fait, moi, dans le développement logiciel, c'est vraiment très dur. Tu mesures le delivery de la cadence, tu peux mesurer les taux d'échec, les taux de fail, le moment où ta plateforme est en vrac, le moment où tu mets pour la remettre en œuvre. Mais ce que tu produis, en fait, tu produis jamais la même chose. Donc, sauf si tu produis toujours les mêmes écrans ou les mêmes API, quelqu'un là, tu peux peut-être mesurer quelque chose, tu dis, ah, celui-là, j'ai mis plus de temps qu'avant. Bon. Il y a des choses que tu peux mesurer. Mettre un bouton, oui, tu peux peut-être te dire que si tu commences à mettre 3 jours pour mettre un bouton, il y a un problème. Mais il y a des choses plus complexes que tu ne peux pas mesurer. En fait. Enfin, c'est mon point de vue en tout cas. Une question sur le Bob aussi. Vous avez comparé Bob à distance et Bob En tout cas, moi je pense que c'est. Avec la pratique, je vois que c'est la même chose en fait. Quand on était en confinement, on fonctionnait très bien. Pour moi, en fait, c'est pas une contrainte d'être en remote. En tout cas, on l'a pas vu. Parfois, c'est difficile quand il y a, par exemple, 3 développeurs dans une salle et une personne à distance. Ça peut être compliqué, on ne s'entend pas et les échanges, c'est un peu difficile. Ma question, c'est plutôt dans l'autre sens. Est-ce qu'il y a une valeur supplémentaire à être in situ sur le même code? Je vais répondre, ça va dépendre de la qualité réseau des gens. Tu vois, en fait, il y a 2 choses qui sont intéressantes, je trouve, en local. C'est tout ce qui va être le off, que tu peux avoir au moment où tu fais des pauses. On fait très peu de pauses au final, c'est pas grave. Mais tu as aussi tout ce qui est échange au tableau. On a des outils super, Excel Hydro et d'autres qui sont géniaux. Par contre, ça ne remplace pas le petit dessin à l'arrache que tu fais à la main là, et que tu pointes à droite à gauche. Tu as tous ces trucs-là que tu n'as pas. Tu as d'autres choses que tu as qui sont géniales, mais ça, tu l'as pas. En fait. Voilà. Et tu as la qualité de réseau que par moment, en effet, tu as la personne qui ça coupe. Et là, toi, quand c'est pas toi qui coupe, c'est frustré pour la personne. Et puis la personne, elle s'est dit merde, je fais chier le groupe. Donc c'est ces enjeux-là qui vont avec. Après, dernièrement, on a utilisé, il y avait l'équipe à Mélan qui était sur site. Ouais. Ils ont mis la caméra sur le tableau, ils écrivaient et en fait, on essaye d'expérimenter des choses à chaque fois. On vous libère parce que ça part beaucoup. Pas de soucis, on est encore là pour répondre.